Et si le monde du bien-être pouvait se défaire des dogmes qui le déconnectent de la réalité? Dans ce podcast, on vous propose d'explorer les parts d'ombre des thérapies complémentaires et de la spiritualité. Entre soi, injonction du positif, consommation du bien-être, jargon parfois inaccessible, fausse authenticité. Ce projet est né d'une envie de mettre un peu les pieds dans le plat, d'apporter de la transparence et de la simplicité à tout ça. L'intention de cette mini-série, c'est notamment de s'ouvrir à la possibilité d'approcher le monde du développement personnel et du bien-être d'une manière plus abordable, plus ancrée et moins dans l'injonction. Le fait d'être dans ces stratégies d'évitement inconscientes, tu vois, de ne pas aller vraiment traverser la souffrance ou retraverser les émotions cristallisées, tu vois, des traumas. Ça me fait penser à un point dont on a parlé, c'est le fait de justement pour moi là le fait d'être dans ces stratégies d'évitement, et ben on est dans une forme de non-action. Enfin, on va attendre en fait le signe pour se mettre en action. On va attendre la petite plume d'ange qui va tomber, la plume de pigeon qui est clairement qui va tomber sur le sol. C'est pour pour envoyer un mail. Voilà, moi je parle pour le coup des blocages en communication que peuvent traverser les praticiens et la procrastination qu'on peut tous connaître. Où du coup on va valider ou on va attendre une validation de la source de l'univers pour se mettre en action, quoi. Et ça peut durer longtemps en fait. Mais est-ce que en fait c'est pas justement le fait d'attendre un signe extérieur, euh, euh, c'est pas une bonne excuse pour ne pas se mettre en action et du coup éviter de traverser l'épreuve, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, j'entends, non, j'entends. Mais en fait, tu vois, à la fois, je me dis oui, et à la fois, je me dis, est-ce que, justement, tu vois, comme un enfant à qui on dit, tu vas être en retard, tu vas être en retard, ça marche un temps, alors que finalement, vaut mieux le laisser être en retard, et puis au bout d'un moment, enfin, je veux dire, il va vivre le truc, et puis après, il va se dire, bah non, j'ai plus envie d'être en retard. Mais je me demande s'il n'y a pas le même phénomène dans ce genre de comportement où on est que dans l'attente et que finalement il faut aller parce que moi j'ai fait ça hein. J'ai eu 2 ans de chômage où je me suis mis dans l'attente extrême. Alors j'ai fait quelques trucs mais j'étais quand même dans une inaction totale. Alors ça m'a permis quand même de beaucoup travailler sur moi et de faire beaucoup de nettoyage et pour le coup j'avais l'impression quand même d'affronter la souffrance parce que j'ai senti que j'ai fait du chemin. Néanmoins en termes concrets, matérialisés de mon avancée, il n'y a eu rien du tout. Et ça a fait que j'ai dû me retrouver un boulot. Je me suis perdu aussi dans une relation qui certainement me convenait pas, mais peut-être je l'avais choisi justement pour me planquer encore un peu plus. Parce que ça me rassurait, c'était un cocon, c'était super. Mais par contre, mon chemin, enfin ce que je voulais entreprendre, je l'avais. En fait, je m'étais presque résolu à ne pas le faire, quoi. Mais je vivais dans un mal-être profond puisque j'avais plus de sens et le sens, je m'étais dit non, c'est pas possible. Alors d'ailleurs, le sujet qui me bloquait totalement, c'était la communication à ce moment-là parce que je voyais pas, j'étais dans un paradoxe de je veux pas vendre quelque chose. Là, je suis là pour être à l'écoute, je suis là pour. Donc c'était très compliqué, je savais pas comment faire. Néanmoins, j'ai été dans cette attente jusqu'à temps que je trouve je dois trouver un boulot institutionnel d'urgence. Alors c'était quand même une super expérience. Je suis content d'avoir eu ce boulot parce qu'il m'a apporté plein de choses. Mais n'empêche que au bout de ça, je me suis dit là non, la prochaine fois j'y vais. Et donc j'ai adopté une stratégie différente. Mais j'ai fait l'expérience totale, tu vois. Oui, moi aussi. Hein. Ouais, tu vois. mais du coup, je trouve on peut se retrouver dans une opposition entre l'être et le faire. Tu vois? Ouais, sûrement. C'est que cette nécessité à être, tu vois, et du coup, on oublie en fait que ça n'empêche pas d'être dans l'action, quoi. Ça, je l'avais écrit comme ça. Tu vois, le travail intérieur ne doit pas se substituer à l'action. C'est que on a notre part à faire. Et c'est Elisabeth Delabarre qui en parle très bien dans son livre. Voilà, toi tu fais ta part, et après à toi de te laisser agir par la source, l'univers, Dieu, qui tu veux, tu vois. Mais c'est comment on arrive à être dans cet équilibre entre l'être et le faire. Mais on ne peut pas, si on décide d'être que dans l'être,
forcément, à un moment, on va se retrouver dans un état d'urgence où on doit remplir le frigo, quoi. Ou alors pas, parce qu'on a on a par chance une sorte de soutien financier. Et alors là, on tombe dans le syndrome de Peter Pan. Ouais, C'est-à-dire qu'on c'est veut ça. jamais grandir. Mais oui. Et on est toujours dans un monde, entre guillemets, fait d'imaginaire. Et puis là, on se déconnecte progressivement de la réalité, quoi. Ah, intéressant. Alors du coup, ça veut dire que ça voudrait dire peut-être qu'il y a une déresponsabilisation. Le fait en fait d'être uniquement dans l'être nous permettrait de nous déresponsabiliser. Ben oui, surtout si t'as. Mais en fait, tu vois, c'est assez marrant parce que j'ai eu quelques consultations autour de ce sujet-là, parce que moi, je suis passé par là aussi. À un moment, je me suis dit, j'ai clairement le syndrome de Peter Pan. Ah ouais. C'est-à-dire, je veux pas, j'avais une dépendance même financière vis-à-vis de mes parents, et j'avais du mal à la quitter, quoi. Et en fait, quand il y a une dépendance financière, c'est super. En fait, c'est comme si on était resté dans le nid, et puis que les parents venaient chercher la viande pour nous. Ouais. Et alors, ce qui est assez incroyable là-dedans, si on s'en rend pas compte, c'est qu'on se déteste à faire ça. Comme d'ailleurs on se déteste souvent à fumer ou à avoir des habitudes qui nous sont néfastes. Mais évidemment qu'on se déteste parce qu'on prend de l'argent qu'on n'a pas gagné, etc. En fait, on joue pas notre rôle, on se bat pas. Donc on est encore une fois dans le total évitement. Et du coup, c'est humiliant. En fait, on vit une humiliation, mais on se l'affiche pas, hein, parce que et encore une fois, si on la traverse pas, cette humiliation, si on la regarde pas en face, on va rester comme ça dans l'évitement jusqu'au bout. Et puis l'horreur, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ose pas mourir dans cet état-là, hein. C'est génial ce que tu dis, parce que pendant des années, à chaque fois, je me disais que je n'arrivais pas à être responsable. Tu vois, et puis un jour, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, si, je suis quand même responsable, en fait. J'ai un enfant, je le nourris, mais il y avait cette notion d'irresponsabilité, en fait, qui était là, parce que je ne me prenais pas en main, véritablement. Et j'attendais que ça vienne d'en haut, pour me mettre en action. J'étais du coup dans des rituels incroyables, fabuleusement incroyables, pour arriver à me mettre en action rien que pour faire la vaisselle. Ce qui se cachait derrière, c'était juste une dépression, en fait, sévère, hein. C'était ça surtout, que je refusais de voir aussi. Et à partir du moment où j'ai décidé, je crois que ce qui a vraiment créé le mouvement, il y a eu cet événement tragique là, et cette décision en fait de vivre pleinement, quoi, de ne plus être spectatrice de ma vie, mais d'être réellement actrice de mon devenir. Mais tu vois, c'est intéressant aussi parce que je crois que c'est pas tant d'être dans l'être qui est en opposition avec l'action et qui empêche l'action, c'est d'être dans le bien-être. Tu vois, c'est de chercher systématiquement à se sentir bien pour faire les choses, alors qu'en fait, si on prend le temps de vraiment faire face à son mal-être, en fait, une fois qu'on a traversé cette souffrance, c'est de l'énergie qu'on libère pour action, et l'action, elle se fait toute seule. En fait, y a même mais pas... en fait, peut-être qu'on devrait ne plus parler de thérapie du bien-être, mais plutôt de thérapie du mal-être, en fait. Parce que quand on va voir les gens, tous ces professionnels, c'est bien parce qu'on va pas bien. Si on n'avait pas de problème, on n'irait pas. Et peut-être que là, on irait toucher en profondeur nos parts d'ombre, justement, si on parlait plutôt de professionnels du mal-être. Parce que c'est ça. Oui, dans un sens, ouais. Et d'ailleurs, Thich Nhat Hanh, il parle de ça, de l'art de souffrir. Tu vois, et il dit, en fait... j'adore ce mot de l'art de souffrir. L'art de souffrir. Et moi, je trouve... oui, c'est fabuleux parce que, en fait, c'est l'idée de dire la souffrance, de toute façon, elle fait partie de l'existence. Alors, si les gens spirituels s'opposent à ça, en fait, commencer par Bouddha qui dit la souffrance, c'est le chemin, quand même. Mais en gros... si on part de cet axiome-là que la souffrance fait intégralement partie de l'existence, comment on apprend à l'accueillir, en fait. Mais tellement. Ouais. Et il parle de cette notion que, en fait, la souffrance, c'est comme, voilà, c'est ça. Cette image, elle est super parce que ça parle. Elle image aussi le monde du bien-être, je pense. C'est que on dit que cette souffrance, c'est le terreau qui nourrit la fleur de lotus. C'est ça qu'il explique. Et en fait, le monde du bien-être, ce serait un peu ce monde du bien-être qui passe son temps à se perdre dans le miroir de la fleur de lotus sans se dire, merde, il faut que je remplisse le terreau, il faut que je mette du terreau. Mais oui. Ouais. Ça me fait beaucoup de bien ce que tu dis. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu là, ces 4 dernières années en thérapie. C'est que on est allé vraiment dans les profondeurs de mon mal-être. Et quelle joie ça a été en fait de
je me suis retrouvée grâce à ça, en fait, en allant cultiver ce terreau. Ouais. Et en faisant la paix avec mes parts d'ombre, avec mes traumatismes, en allant voir, en m'engageant à aller rencontrer mes parts souffrantes, Ouais. et de leur donner tout mon amour. Ouais. Et au lieu de mettre tout mon amour dans quelque chose de déjà lumineux, en fait, voilà, je me dis, la lumière n'a pas besoin, enfin, c'est déjà baigné d'amour. Je suis allée mettre de l'amour dans tout ce qui était souffrant et rabougri en moi, quoi. Je suis allée arroser justement cette partie-là. Et ça me fait penser au Notre Père. Tu vois, la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. En fait, dans la symbolique, la terre est l'inconscient et le ciel est le conscient. Ça rejoint totalement l'idée du terreau et de Thich Nhat Hanh avec, c'est ça le Thich Nhat Hanh, avec le terreau et l'inconscient, les parts d'ombre, quoi. Oh, tu es en train de relier des trucs, j'adore. C'est complètement ça. Ouais. Tu avais parlé de la notion du rituel, la dépendance au rituel. J'aimerais bien que tu m'en parles de ça. Oui, en fait, moi j'ai l'impression, parce qu'en fait, pareil, il y a quelque chose qu'on doit s'avouer tous pour bien vivre dans cette société, c'est qu'on est tous addicts. J'aime bien cette idée-là, en tout cas, que on serait tous addicts et que nos addictions, elles sont tellement variées qu'il faut regarder à chaque fois qu'on a une habitude, si c'est pas une addiction. Une addiction, c'est quoi? C'est une habitude qui nous crée. Qui crée du mal. Et dans cette notion-là, alors le plus simple, peut-être pour l'expliquer très concrètement, il n'y a pas longtemps, c'est la seule image que j'ai en tête. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une publicité, c'était pour une belle voiture, je crois que c'était Toyota ou quelque chose comme ça, on n'a pas le droit de dire de marque, tant pis, perdu. On doit en dire d'autres, du coup, ouais. Ford, Renault, Peugeot, voilà. DAF. Ok, donc c'était une pub où c'était écrit « Superbe pub, très belle voiture, l'audace n'est pas une option ». Et donc, quand j'ai regardé ça et que j'étais dans cette réflexion par rapport au monde du bien-être, je me suis dit tiens, mais en fait, ok, c'est super, j'aime bien j'aime bien cette phrase. Ouais, le message est super bien fait et tout, mais par rapport à cette affiche, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si t'as pas cette voiture, t'as pas d'audace. Parce qu'en fait, en gros, c'est ça, la voiture représente l'audace. Ah bah oui, on est dans le... Donc, consomme cette voiture, tu auras de l'audace. Orgueil, on est dans un argument orgueil dans le commercial, t'as la méthode Soncase, et c'est le haut, c'est orgueil. Ouais. Là, on est complètement là-dessus. C'est ça. Donc, on flatte une qualité à travers la consommation de quelque chose. Et ben, dans le bien-être, je trouve qu'il y a un même effet de genre, va à ces événements-là, et c'est parce que je vais à ces événements-là, c'est parce que je pratique ce genre de rituel, c'est parce que j'ai des cartes de tarot, que je suis spirituel. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Encore une magnifique, une sorte de complexe de supériorité. Enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ego spirituel, c'est-à-dire. Ah oui, l'ego spirituel. Ouais. Alors après à définir parce que c'est toujours un thème, mais il y a un effet de la spiritualité, elle est à travers ce que je consomme, c'est-à-dire elle est à travers le fait que j'aille à cet événement. Moi, j'appelle ça des consommateurs du bien-être, quoi. Tu vois, ces personnes qui vont enquiller chaque week-end ou chaque mois des formations, des stages, et qui ne vont pas laisser infuser. Enfin, ils vont enquiller les trucs, et puis non, ça n'a pas marché au bout d'une semaine, j'ai pas de transformation magique en moi. Hop, je vais tester ça, et puis une autre pratique, mais du coup, on reste dans l'extérieur. Oui, c'est ça. On va attendre de l'autre qu'il nous amène une réponse qui, en vérité, ne fait que nous appartenir. C'est à nous de trouver c'est ce chemin. C'est la notion d'évitement. Donc, on fait ça pour éviter aussi le mal-être. On fait ça. Mais c'est parce que je crois qu'il y a peut-être une forme d'inconscience sur le fait que le mal-être est bon, dans le sens c'est-à-dire qu'il faut le traverser et que c'est vraiment là. C'est peut-être tout simplement cette non-intégration ou cette non-compréhension que le mal-être, c'est pas parce que quelque chose est inconfortable qu'il doit pas être vécu. Et je crois que le rapport au confort, on dit souvent sortir de sa zone de confort. Moi, je crois pas qu'il faut sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il faut plutôt rentrer dans sa zone d'inconfort. Tu vois. Oui, on parle d'agrandir, sinon sa zone de confort.
Ouais. Mais ça passe de toute façon par un truc inconfortable. Oui, c'est ça. Il vaut mieux aller directement dans son ressenti et puis le traverser. Il y a un stoïque aussi qui parlait de son praticien, son maître praticien en méditation, qui lui disait la seule question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est quelle est la part d'inconfort que t'as pas regardée. Ah, j'adore. Ouais, c'est intéressant aussi. La part d'inconfort que t'as pas regardé. On me posait une question récemment aussi on la posait pas directement, mais la question c'était comment je fais pour avoir confiance en moi sans avoir la peur du rejet. Et la réponse elle est simple, c'est vis-la la peur du rejet complètement, traverse-la et vis-la le truc. Et puis une fois que tu l'auras vécu, tu n'auras plus à la vivre. Et donc du coup, tu n'en auras plus peur puisque tu auras vécu le rejet, tu auras Ah mais complètement. Ouais. Et la confiance, elle vient avec l'expérience. Ouais. Tu ne peux pas prendre confiance en toi si tu n'expérimentes pas. C'est voilà, ça fait peur, mais je vais quand même le faire. Ouais. Quoi. Moi maintenant, en tout cas, c'est ma phrase. Tu vois, Ouais. quand j'ai peur de faire un truc, ça vient d'un séminaire que j'ai fait avec un entrepreneur français. Là, du coup, alors on n'était plus du tout dans le monde du bien-être. Là, pour moi, là, c'est le genre de truc qui te renracine direct. Tu vois, t'es au milieu de 500 infopreneurs qui gagnent entre 100 et 1 million par an, tu vois. Et ils étaient en mode ultra dans l'action. Là, pour le coup, je n'étais que dans le faire, quoi. Mais il y a quand même des pratiques de dev perso. Et c'était ça. C'était voilà, j'ai peur, mais je vais quand même le faire. Et je n'ai jamais autant avancé que depuis que je me dis ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Que je me dis, de toute façon, c'est le premier pas. En fait, tant que j'ai pas fait le premier pas, je peux pas prendre confiance en moi. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent même là où t'as peur, c'est là où il faut exactement. C'est là où il faut aller. Ouais. Mais tellement. Ouais. Et en plus, il y a tellement il y a un sentiment, c'est tellement gratifiant d'aller vers d'avoir dépassé ce qui nous faisait peur. Ben oui, parce qu'en fait, sinon, c'est surtout ça, c'est-à-dire que si on s'éloigne de ce qui nous fait peur, du coup, ça va prendre plus de place, parce qu'on lui laisse plus de place, on s'en écarte, et donc on lui laisse plus de place. Si on le regarde en face, c'est un peu comme l'histoire, dans la nature, tu sais, on dit souvent, si t'es face à un lion, tu restes là, et puis tu cries de toute mais tu restes, parce que si tu cours, t'es une proie, tu deviens une proie. Mais oui. Ça peut être, tu vois, il peut y avoir un parallèle comme ça. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi, qui parle de ça super bien, c'est Roman Frécinet, tu sais, c'est un comédien. J'aime bien Roman. Et qu'est-ce qui me fait rire. J'adore il est drôle, et puis il est d'une douceur, et d'une spiritualité assez, il a beaucoup d'humilité, il était, ça m'étonne pas que tu l'aimes bien, interviewé par Léa Salamé, je crois, récemment, France Inter. Et sa manière d'expliquer un petit peu son parcours et sa position par rapport à plein de choses, notamment par rapport à ses addictions, parce qu'il a un rapport un peu addictif aussi aux choses. C'est super, mais c'est surtout, il a fait un sketch où il parle qu'il s'est pris un bide devant 12 000 personnes à Bercy. L'horreur. Ben ouais. Et il dit t'imagines 12 000 personnes, comment ça peut faire du bruit? Imagine comment ça peut faire du silence. C'est horrible. Ouais. Et donc, il a traversé ça, il a vécu ça. Et donc après, en fait, il en est sorti et en fait, depuis, il dit, je stresse plus, ça m'inquiète presque parce que je stresse. Il l'a vécu, quoi. Et voilà, il a traversé ça. Donc évidemment, ça le rend d'autant plus fort et puissant puisque maintenant, il a vécu le plus gros beat que jamais personne n'a jamais vécu. Enfin, je sais pas si ça a déjà été vécu. Moi, je l'ai vécu. Ouais. Tu vois, j'ai été chanteuse semi-pro pendant 20 ans. Et on faisait la fête de l'âne près de Lisieux, attention, de l'âne ou de l'ail, je sais plus, mais une sacrée fête, quoi. Et on nous demandait de faire un apéro jazz. Et c'était dans une salle des fêtes, donc moi, robe de soirée, mon père smoking, il y avait un violoniste et un pianiste, et on commence l'apéro jazz, bossa nova, très classe, et les gens qui rentraient étaient en bottes en caoutchouc, et c'était 2 salles, 2 ambiances, quoi. Et à chaque chanson qu'on terminait, il y avait 200, 300 personnes, ça faisait. Ça applaudissait. C'était horrible. J'ai cru que j'allais fondre sur scène et m'écrouler. Et derrière moi, il y avait le pianiste qui avait 75 ballets, qui avait tout fait, quoi, qui me disait, Annabelle, on fait comme si on était en répétition. Tu t'en fous. Allez, tu continues. Et moi, je chantais et je voyais que ça ne plaisait à personne. C'était un bide horrible. Et il y avait même une gamine qui était venue me demander si je pouvais lui faire du Britney Spears. C'était n'importe quoi. Et je l'ai fait. Et donc, c'est clair que maintenant, me prendre un bide,
bah, j'ai plus peur, quoi. Ouais. Je sais ce que ça Ouais, tu l'as traversé. et je suis pas morte. Ouais. J'ai réussi à relativiser en disant que voilà, fallait pas faire ça, fallait pas faire un apéro de jazz à la fête de l'âne ou de l'ail, c'était pas possible. Mais et il y a une espèce d'humilité du coup qui se crée, d'accepter aussi de ne pas être tout le temps aimé. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, tu traverses le jugement le plus total. Du coup, après, tu sais ce que c'est et tu te dis, bah, finalement, ça passe. Et puis, Ouais. et c'est surtout qu'après, le fait de le refaire, puisque tu as vécu tout le mal-être qui était rattaché à ça, Oui, après tu t'en fous. bah, en fait, c'est déjà vécu. Donc, de toute façon, tu n'as Ouais. pas besoin de le vivre 3 fois, c'est Ouais, déjà vécu. ça y est, c'est fait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. Bien entendu, on serait ravis d'avoir vos retours et témoignages en commentaire. N'hésitez pas à partager d'ailleurs cet épisode autour de vous. Et puis, on a mis dans le descriptif de la chaîne un lien d'abonnement à la liste de diffusion si vous voulez être informé des prochains épisodes. Dans le prochain épisode, justement, on poursuit notre exploration. Les bienfaits du pire scénario, l'approche stoïque de l'adversité, la logothérapie, être consommateur ou créateur, la spiritualité, une démarche d'ouverture ou de séparation, et le sens du rituel. Un grand merci pour votre soutien dans cette aventure. D'ailleurs, si ça vous a plu, on vous invite de tout cœur à partager ce podcast. À bientôt!